Voilà, donc je pense que l'on peut commencer cette visioconférence. Je n'aime pas tellement le mot webinar, qui me paraît, enfin, bon, ce sera une visioconférence. Et je suis heureux avec Patrice Clément de présenter la première visioconférence sur l'infertilité, organisée dans le cadre de la revue Gynéco Online. Je tenais à remercier vivement le laboratoire Merck et Renault pour leur aide tant médicale que technique qui a permis l'organisation de cette conférence. Je remercie également le professeur Hervé Fernandez et le docteur Jonathan Cohen qui vont participer à cette conférence. Alors, quand on parle d'infertilité, on pense souvent d'emblée à fécondation in vitro, alors qu'il existe des alternatives à la fécondation in vitro, qu'elles soient médicales ou chirurgicales. Est-ce que l'on va trop vite à la fécondation in vitro? Je pense que oui. Qu'en est-il de la place de la chirurgie dans l'infertilité? C'est ce que va évoquer Hervé Fernandez, responsable du service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Kremlin-Bicêtre, éminent spécialiste en la matière. Les deux autres thèmes qui seront évoqués et qui sont souvent pour nous un peu la hantise des consultations en infertilité, ce sont d'une part les fausses couches spontanées à répétition, et Jonathan Cohen, qui nous a rejoint récemment en service FIV de l'hôpital américain, nous parlera d'une nouvelle approche de ce problème. Et enfin, avec Patrice Clément, biologiste et généticien, nous évoquerons les problèmes des échecs répétés d'implantation embryonnaire. Quels sont les examens probants, quels sont les examens controversés que l'on peut proposer pour aider les couples? Nous en parlerons en dernière conférence. Donc, je donne tout de suite la parole à Hervé Fernandez qui va évoquer la place de la chirurgie en infertilité. Merci Hervé. Merci à tous de m'avoir proposé de parler de la chirurgie de l'infertilité, car je pense que depuis une quinzaine d'années, hormis les présentations sur l'endométriose, où là on va parler d'infertilité, on a tendance un peu à oublier que la chirurgie de l'infertilité, elle a précédé bien sûr les techniques de PMA. Et quand on a un certain âge, eh bien, on n'a pas oublié que les traitements que l'on pouvait faire permettaient d'obtenir des grossesses sans FIV. Et le temps passant, eh bien, il faut remettre à sa juste place chaque indication. Et donc, je vais avoir l'opportunité de vous parler de ceci. Je me mets en plein écran. Voilà. Donc, la question se pose sur la place de la chirurgie de l'infertilité alternative à la PMA au sens large. C'est l'ensemble de mon équipe, puisque j'ai la chance d'avoir une équipe pleine et compétente pour m'aider, pour vraiment essayer de développer cette chirurgie de l'infertilité. Bon, j'ai bien sûr des conflits d'intérêts. On est dans une présentation, il est logique que je puisse vous en informer. Ah, un petit souci. Voilà. La question, bien sûr, qui se pose, c'est le lien entre chirurgie et infertilité. Et la problématique, c'est transférer moins, congeler plus ou ne pas faire de PMA, en sachant que parfois, dans la discussion qu'on va avoir, on peut discuter de faire une vitrification embryonnaire qui va nous permettre d'avoir le temps d'opérer de manière satisfaisante les patientes. Mais ce qu'il est clair, c'est que la chirurgie doit garder sa place, car il n'y a pas d'AMP possible sans une cavité utérine normale et sans un traitement des pathologies tubaires associées qui peuvent être délétères pour les résultats. Alors, la chirurgie, qui est bien sûr toujours d'actualité, a vu une vraie transformation depuis longtemps. L'hystéroscopie opératoire a été revisitée par l'apport de techniques mini-invasives pour le traitement des fibromes, des sidéchies, des endomètres fins, des polypes, les endométrectomies superficielles qui se doivent de remplacer le curetage, le traitement des ismocèles, le traitement de l'adénomyose, les traitements des rétentions trophoblastiques. Tout ça, en fait,
rentrent dans des situations qui soit vont être associées à une infertilité, soit, si elles sont maltraitées, vont générer une infertilité. Et puis la chirurgie tubaire et la cellio gardent bien évidemment des indications. Pour commencer par les fibromes, eh bien, depuis 10 ans, depuis la nouvelle classification que la FIGO a fait par Malcolm Monroe, eh bien, étonnamment, les gens se sont fait à parler de fibromes de type 0 à 7, et ceux qui influent beaucoup sur l'infertilité, c'est ceux qu'on appelait avant sous-muqueux et qu'on appelle maintenant 0, 1 ou 2. Et en tout cas, ce qui est important, c'est de faire dans le diagnostic une coupe coronale, comme vous voyez sur la photo, parce que c'est ça qui nous permet de faciliter la cartographie. Alors, depuis 10 ans, il y a eu une réelle amélioration des techniques avec une diminution de diamètre des hystéroscopes, un canal opératoire avec des instrumentations parfois de 5 ou 7 French et des diamètres de chemise qui vont à 18 charrières, c'est-à-dire 6 mm. Et puis des techniques, comme vous voyez ici sur la gauche, où on ne va pas utiliser dense, mais utiliser lorsque les fibromes sont dans l'angle et d'accès difficile, eh bien, on va vaporiser la surface. Il n'y aura pas de copeaux, mais on va faire disparaître le fibrome. Et ça, c'est une technique utile. Et puis, comme vous voyez à droite, sur un fibrome plus classique, opéré avec des mini-résectoscopes, donc des petits copeaux. Mais la gestion du petit copeau est tout compte fait nettement plus facile. Alors, il y a parfois des difficultés sur des situations où il y a des fibromes type 2-3, symptomatiques, les patientes ont été stimulées et à chaque fois lors de la stimulation, eh bien, le fibrome atteint la cavité utérine. Eh bien, pour opérer ces patientes, on peut tout à fait, lors du début de l'intervention, demander à votre anesthésiste de faire 10 unités d'ocytocine. Et vous allez voir, parce qu'on est quasiment en temps réel dans cette intervention, que les contractions générées par le myomètre, eh bien, vont entraîner la descente du fibrome dans la cavité utérine, tel que vous êtes en train de l'observer sur ce film. Et ça, c'est lié au fait que, contrairement à ce qu'on dit, il y a des récepteurs ocytociniques dans le myomètre utérin, et il y a aussi une similitude entre l'ocytocine et l'ADH, et les récepteurs d'ADH sont présents au niveau du myomètre. Et là, vous voyez, on a un fibrome qui est facilement opérable, alors qu'en début d'intervention, ça paraissait difficile. De temps en temps, on a des fibromes type 3 qui sont symptomatiques parce que ça saigne ou parce que, là aussi, lorsqu'on les stimulait, eh bien, le fibrome qui était type 3, donc normalement pas dans la cavité, eh bien, va bomber dans la cavité. La question qui se pose pour ces patientes, c'est est-ce qu'il faut les opérer en hystéroscopie, en célioscopie ou en laparotomie? Je suis fervent défenseur de l'hystéroscopie parce que quand on opère par l'intérieur, on ne va pas toucher le myomètre. Donc, on va simplement inciser, comme vous l'avez vu avec un couteau, l'endomètre. Et puis ensuite, on va gentiment, j'avance un tout petit peu le film, rentrer dans le fibrome. Ensuite, vous allez prendre votre anse pour faire votre technique habituelle. Et ce qui est intéressant dans la chirurgie, c'est que durant l'intervention, souvent en début d'intervention, il n'y a quasiment pas de distance entre la séreuse et le fond du fibrome. Et pendant le temps que vous opérez, il y a une contraction du myomètre et le fibrome continue à s'expulser gentiment vers la cavité utérine. Et vous allez voir qu'en fin d'intervention, eh bien là, on voit un ostium, on voit un autre ostium, et là, vous avez un énorme trou qui va quasiment jusqu'à la séreuse. Et 6 semaines après, eh bien, tout est complètement cicatrisé. Toutes ces patientes auront bien évidemment une hystéroscopie de contrôle 6 semaines après. Il n'y a aucun intérêt de mettre un quelconque produit dans la cavité pour éviter les synéchies. Ce qui est important, c'est de faire cette hystéroscopie de contrôle. Alors, ça me permet de passer aux synéchies, qui sont une cause fréquente d'infertilité, de fausses couches à répétition, d'endomètre fin. Et ce qui est important, c'est de les prévenir. Les prévenir, alors j'insiste sur le traitement des hémorragies de la délivrance. On voit maintenant qu'on fait très fréquemment des capitonnages. Eh bien, ces capitonnages qui sont efficaces pour conserver l'utérus vont donner 30% de synéchie. Donc, n'oubliez pas de proposer d'aller faire un contrôle d'hystéroscopie 3 mois après ces hémorragies de la délivrance. L'embolisation, qui est très efficace pour les fibromes, mais elle est contre-indiquée chez les patientes qui veulent des enfants. Pourquoi? Parce que, comme vous le voyez sur ce film, eh bien, c'est des patientes qui ont une embolisation. Cette femme avait 30 ans et elle a eu une synéchie complète à la suite de l'embolisation. Et globalement, ce qu'on observe, j'avance un petit peu sur le film, c'est l'apparition de petites billes
parce qu'en fait, les embolisations se font avec des microsphères, et c'est ça qui génère ces synéchies qui sont probablement parmi les plus difficiles que l'on peut opérer. Et là, sur une étude récente que l'on vient de faire, sur plus de 500 hystéroscopies, eh bien, traitement des synéchies, il y en a 5% qui sont liés aux embolisations. Ça pour dire que le diagnostic des synéchies, on peut le faire aussi bien en hystéroscopie qu'en écho-sono, puisque ça, c'est la même patiente et vous voyez des images qui sont assez similaires. Alors, l'écho peut vous permettre d'y penser, mais en tout cas, l'abord diagnostique, il est multiple. Alors, comment opérer ces synéchies? Je vous rappelle, il ne faut jamais dilater les cols, il faut rentrer avec un hystéroscope et vous utilisez, et nous, on utilise un hystéroscope de 5 mm de diamètre en instrument froid, mais avec la possibilité de mettre des instruments de 7 French et non pas de 5 French. Et ça permet d'avoir une plus grande facilité pour opérer les patientes. Alors, on peut utiliser des ciseaux, des pinces. L'idée, c'est que, bien évidemment, en fin d'intervention, on va quasiment toujours reconstituer une cavité utérine. Et ensuite, le pronostic va être fonction de l'endomètre résiduel qui va venir recontaminer toute la cavité utérine. Et on a informé les patientes qu'elles pourront être opérées plusieurs fois et que parfois on ne va pas, une fois sur deux, au moins on ne va pas récupérer de perméabilité des ostiums, mais elles sont informées qu'après on pourra, parce qu'on a retrouvé une cavité, leur proposer une fécondation in vitro. Alors là, sur cette série récente où on a opéré 917 fois, plus de 500 patientes. Donc, voilà la flowchart. Il y a 200 patientes qui ont été opérées une fois, 198 plusieurs fois. Et donc, je vais vous présenter les résultats de cette étude. Donc, des pertes de vue, malheureusement, on en a un quart. Mais on voit qu'il y a eu 145 grossesses intra-utérines et qui représentent 44% de l'ensemble des procédures. Et que les procédures uniques, on a des meilleurs résultats que dans des procédures multiples. Il n'empêche qu'on a quand même 37% de grossesse avec enfants vivants dans cette situation. Donc, il faut vraiment opérer et réopérer ces patients. Par contre, lorsqu'elles sont enceintes, attention, le risque d'anomalie de placentation, le risque d'hémorragie de la délivrance est très important. Donc, il faut prévenir ça, informer les patientes et que ces femmes accouchent dans des endroits où il y a une prise en charge possible. Les malformations, bien sûr, on utilise la classification de Lechereux, qui est celle qui nous permet de différencier les utérus hypoplasiques des utérus avec septum, puisque les autres ne nécessitent pas d'intervention. Et j'attire l'attention qu'une fois sur 5, vous pouvez avoir un syndrome des ovaires micropolykystiques associé. Pour faire le diagnostic de ces malformations, c'est l'écho 3D qui vous permet de voir que le fond utérin est convexe et que donc ce n'est pas un utérus bicorne, mais vraiment une cloison. La technique opératoire, elle s'est maintenant simplifiée avec la possibilité d'utiliser ces petits réceptoscopes de 18 charrières et donc des couteaux. Bien sûr, on n'est qu'en chirurgie bipolaire pour opérer ces patientes. Ça pose aucune difficulté. Et si vous avez une angoisse, vous pouvez utiliser l'écho péropératoire, l'écho par voie abdominale. Vous avez rempli la vessie préalablement, ce qui vous permet donc de vérifier l'alignement et parfois le moment où vous arrivez dans du myomètre sain. Parfois, il y a des cloisons vaginales. Et là, bien sûr, quand il y a une cloison vaginale, on va d'abord couper la cloison vaginale, ça va de soi. Ensuite, on va arriver au niveau du col. Au niveau du col, donc le col est séparé par la cloison, mais en coupant la cloison, vous n'allez pas entraîner une béance, puisque c'est juste quelque chose qui est au milieu de la cloison. Donc la technique est simple, j'ai pour habitude de dilater des deux côtés. Vous voyez, on opère sous contrôle écho. Ensuite, on va utiliser un couteau pour couper la partie cervicale de la cloison. Et puis ensuite, on va utiliser un hystéroscope classique tel que vous avez vu. Et là, comme souvent dans ces situations, le col est quand même un petit peu ouvert. Là, je vais plutôt travailler avec des hystéroscopes classiques de 26 charrières ou de 9 mm de diamètre, de façon à finir l'intervention. Alors là, on a opéré 519 patientes. C'est un travail commun avec l'équipe de Strasbourg.
Il y a des patientes qui avaient des antécédents de grossesse avant métroplastie et donc des infertilités. Vous voyez qu'on diminue beaucoup le nombre de fausses couches puisqu'on passe de 67 à 15%. Et vous voyez le nombre d'enfants qui naissent à terme, on est à 70%. Donc, c'est un élément important pour traiter. Alors, juste un petit point particulier pour les utérus U1, même si on n'utilise plus depuis 40 ans le Distilbène, il y a encore ce type de malformation, où c'est en gros les utérus en T, tels que vous le voyez sur ces diapos. On peut donc vous donner une impression en écho 3D de cet aspect volumétrie. Et le problème de ces hystéroscopies, c'est que c'est des cavités complètement tubulées et souvent associées à des endomètres très fins. Alors, on les opère de manière relativement simple. Là, il faut vraiment des petits résectoscopes, donc de 15 ou 18 charrières. On rentre dans la cavité, puis avec le petit couteau, on va couper latéralement. Et le bon repère, c'est que quand on est au milieu de la cavité, on se doit de voir les deux orifices tubaires. Sur une étude, alors on n'opère pas ça tous les jours, donc vous voyez sur un travail sur 6 ans qu'on a fait, on a opéré 33 patientes. Ces 33 patientes, eh bien, on a eu 50% de naissances vivantes avec 58% de grossesse spontanée. Donc, on a des résultats qui sont plutôt très positifs pour cette technique. Alors, dans ces situations, on a fréquemment des endomètres fins. Je vous rappelle qu'il y a eu cet énorme essai thérapeutique publié dans le New England, puisque tout le monde pensait que de faire une pipelle dans ces cas-là pouvait avoir un intérêt. Eh bien, cet essai thérapeutique a montré qu'il n'y avait pas d'intérêt et que nous, en fait, on utilise cette scarification dans les hypoplasies utérines avec endomètre fin. Et donc, vous voyez qu'on a pu obtenir à peu près 50% de grossesse. Alors, est-ce une option ? Pas encore, parce qu'il devait y avoir la semaine dernière, s'il y avait eu le Paris Santé Femmes, des recommandations, mais comme il n'y a pas d'essai thérapeutique, ça ne peut pas rentrer dans les recommandations. Maintenant, il est peut-être temps de faire un essai thérapeutique, mais est-ce que c'est vraiment réalisable dans ces situations? C'est un vrai point d'interrogation et je pense que les études de cohorte peuvent nous donner des éléments. Alors, le traitement des polypes, c'est intéressant parce que c'est très débattu. Il y a un polype et qu'est-ce que dit la littérature? C'est que s'il fait moins de 2 cm, les chances de grossesse sont identiques, mais il y a un risque supérieur de fausse couche. Jusqu'à 1,5 cm, il n'y a pas d'effet négatif et que la question se pose, est-ce qu'il faut ou pas retirer le polype? Moi, ma réponse, elle est simple. Il est classique en infertilité de faire une hystéroscopie. Si l'hystéroscopie montre que tout bêtement, il y a un polype, l'hystéroscopie diagnostique faite en consultation, eh bien, il faut être simple. Eh bien, on profite, on est là, on va prendre un ciseau et une pince et on va retirer ce polype et on ne va pas se poser la question s'il faut le retirer ou pas. Cette patiente n'a pas besoin d'aller dans un bloc opératoire pour retirer ce type de polype tel que vous voyez sur cette photo. Et puis, il y a le problème des... Les ménorrhagies ou les métrorragies peuvent être associées à une hypertrophie de l'endomètre. Ça, c'est les situations où, souvent dans les SOPK, malgré les progestatifs, etc., les patients saignent, il y a une muqueuse qui reste épaisse. Classiquement, on disait il faut faire un curetage. Moi, je dis que le curetage, ça laisse 50% de l'endomètre. Et bien, dans ce cas-là, on fait une résection superficielle. Alors, des fois, on va retrouver un petit fibrome, ça, ce n'est pas le problème. Mais en fait, on va faire une résection superficielle homogène. On va garder la base glandulaire, comme vous allez voir sur ce film, et on va avoir des résultats satisfaisants, puisque sur une série de 45 patientes qu'on avait publiées, on a eu 60% de grossesse spontanée. Donc là, il est important d'avoir des petits résectoscopes avec des petites anses de 2 mm. Les ismocèles, tout un débat. Alors, il y a des ismocèles qui sont symptomatiques. Alors, je vous rappelle qu'on les détermine sur la longueur de l'ismocèle, sur la profondeur, sur le myomètre résiduel, sur la largeur et puis sur la distance entre l'orifice externe et, du col et l'ismocèle. Le diagnostic doit être fait en hystérosonographie, c'est la meilleure façon, voire la seule façon de faire le diagnostic. Et le traitement, eh bien, il se fait en hystéroscopie lorsqu'il y a un mur présent. Et là, on va resséquer le mur d'abord avec une petite anse, et puis ensuite, on va utiliser un rollerball de façon à aller vaporiser, tout ça c'est en bipolaire bien évidemment, le fond de cet ismocèle.
Sur une série qu'on a publiée de 109 hystéroscopies, vous voyez la différence de profondeur entre le préopératoire et le post-opératoire, donc avec des résultats qui sont très satisfaisants, et le mur résiduel qui passe en moyenne qui est doublé de 2,4 à 5. Donc, sur une série où il y avait 49 patientes qui avaient une infertilité secondaire, eh bien, on a un taux de grossesse qui est de l'ordre de 67%, avec 45% d'enfants vivants. La question qui se pose sur les ismocèles, il faut les opérer lorsqu'il y a une symptomatologie clinique, douleur, saignement, mais par contre, le lien avec l'infertilité, pour l'instant, il n'est pas prouvé. Alors, lorsqu'il n'y a plus du tout de mur antérieur, la question se pose entre la voie vaginale et la voie cellio. Lorsque l'ismocèle est très bas, c'est-à-dire à moins de 40 mm, eh bien, on peut les faire par voie vaginale, sinon on les fait par voie célioscopique. Les cures d'ismocèle par voie vaginale, c'est simple, on fait une petite incision. On commence d'abord par une hystéroscopie qui nous permet de voir. Ensuite, on fait une incision pour remonter la vessie. Ensuite, on va ouvrir l'utérus, enfin la cicatrice utérine, et puis on va simplement suturer, tel que vous voyez, toute la paroi, et on a des résultats qui sont parfaitement satisfaisants. Et là, sur une série récente qu'on vient de faire de 53 patientes, alors certaines avaient un minimum de mur résiduel et d'autres n'en avaient pas du tout, eh bien, on a là aussi toujours un taux de grossesse qui est de l'ordre de plus de 60%. Donc, c'est des éléments qui sont utiles pour cette chirurgie. Puis, de temps en temps, quand ces ismocèles sont hautes, on les opère par voie célioscopique. C'est un film que m'a prêté Olivier Garbin à Strasbourg. Donc, la technique, eh bien, voilà, telle qu'elle est. On va aller rejoindre l'ismocèle. Ensuite, on va aviver les bords. Et puis ensuite, on va suturer en célioscopie. Olivier Donez aussi à Avignon, qui a une technique avec un laser et une suture en deux plans qui montre des résultats qui sont satisfaisants. En gros, les résultats sont identiques, quelles que soient les voies d'abord. Il faut privilégier l'hystéroscopie parce que toutes les ismocèles n'ont pas une absence de mur. Et dans les autres cas, il n'y a pas de différence de résultat entre célioscopie et voie vaginale. Donc, je pense que la dextérité du chirurgien est aussi un élément qui doit compter pour choisir une voie plutôt que l'autre. Pour finir sur ces lésions de la cavité, il y a l'adénomiose. L'adénomiose, c'est compliqué parce que ça atteint les surfaces. Il peut y avoir des kystes adénomiosiques, comme on voit ici, qui peuvent être plus ou moins proches de la paroi utérine, de la cavité utérine, pardon. Et de temps en temps, lorsque c'est profond, eh bien, on va faire une chirurgie mixte entre écho et hystéroscopie pour aller rentrer dans voilà, on rentre ici pile dans le kyste adénomiosique et on va vaporiser complètement la paroi de manière à traiter complètement. Et on a des résultats très satisfaisants, bien sûr, sous contrôle échographique. De temps en temps, il y a des adénomiomes qui vont se traiter un petit peu comme une résection de fibrome. Et là, vous voyez, on coupe d'abord, parce que c'est assez dur et solide, l'endomètre, et puis ensuite, on va aller resséquer comme d'habitude. Donc, chirurgie à peu près similaire au fibro. Et puis, de temps en temps, pour les vieux chirurgiens, eh bien, on remet au goût du jour suite aux expériences, enfin, aux séries japonaises et coréennes, parce qu'il y a un surcroît d'adénomiose dans cette partie d'Asie, eh bien, lorsqu'on est au bout de tout ce qu'on a essayé avec des échecs, vous voyez sur des patientes qui ont des fibromes, des fibromes, des utérus si volumineux, vous allez voir qu'on va faire une métrectomie, on coupe complètement l'utérus en deux, vous voyez l'épaisseur du myomètre ici, eh bien, on va simplement retirer cet excès de myomètre, et puis ensuite, on va suturer cet utérus qui va redevenir à peu près normal. Et vous allez le voir sur l'IRM de contrôle. Là, on a retiré pour cette patiente près de 300 grammes de myomètre. Oui, c'est ça, 308 grammes. Et vous voyez qu'on retrouve avant, après la différence. Et dans les séries japonaises, il y a 25% de grossesse après ce type d'intervention. Donc, c'est quand on est au bout du bout. Dernière chose, c'est les rétentions de trophoblases. Bon, je vous rappelle qu'on les opère maintenant simplement en hystéroscopie. On ne fait plus de curetage, on ne fait plus d'aspiration. On fait ça sous contrôle de la vue. Mais ce qui est intéressant, c'est quand il y a ces métaplasies osseuses, telles que vous voyez là, et bien maintenant, on les opère en morcellation.
parce que c'est beaucoup plus facile que de prendre une pince pour aller les retirer. Ça fait un petit peu comme une gaufrette. Avec le morcellateur, eh bien, on va morceler complètement tous ces métaplaties ostéoïdes. Donc, on a des traitements efficaces. Donc, voilà, on a vu tout ce qui concernait la chirurgie stéroscopique. Vous me donnez 2 minutes de plus pour vous parler simplement de la chirurgie tubaire, puisque c'est ce que vous m'aviez demandé. Eh bien, il faut redéfinir la chirurgie de la reproduction avec 4 questions. Est-ce que l'exploration endoscopique avant AMP doit être faite? Et si la réponse est oui, est-ce qu'on fait une chirurgie tubaire dans le même temps? La deuxième question, le compte folliculaire antral et le dosage d'AMH sont systématiques avant toute exploration chirurgicale. Si la réponse est oui, eh bien, il faut sûrement réenseigner la chirurgie tubaire pour optimiser les possibilités de grossesse. Les autres questions, si les réponses sont oui aux réponses 1 et 2, eh bien, l'âge ne doit pas intervenir dans les stratégies, d'autant plus qu'au-delà de 40 ans, vous connaissez comme moi les limites de la PMA, ce qui veut dire qu'on peut redonner des possibilités de grossesse spontanée. Et à part ça, il n'y a aucune étude qui ne relie l'âge et la réserve ovarienne avec les résultats chirurgicaux. Donc, il faut explorer. Je vous rappelle, l'exploration se fait soit en hystérosalpingographie, soit de plus en plus en hystérosonographie avec injection d'hyphosie. On injecte du XM-gel dans les sections de trompe. C'est des photos que je dois à Jean-Marc Levaillant qui travaille avec moi. Et donc, vous voyez cet aspect qui est très interprétable de trompe soit perméable, en mode transparence, soit d'énormes hydrosalpinx. Et que l'idée, quand il y a des énormes hydrosalpinx, c'est qu'il va falloir opérer, bien évidemment, ces patients de toute façon avant FIV. Et sur ces trompes malades, eh bien, il va se poser la question, on retire ou on garde. Alors, pour ceux qui sont fervents de la cellio systématique pour dire c'est une stérilité inexpliquée, pas oublier que lorsqu'on fait des célios, on va retrouver une fois sur 4 une indication d'un geste chirurgical. Sur cette photo, on a retrouvé ce qui n'avait pas été évoqué, une plaie de la face postérieure secondaire à une aspiration. Eh bien, le traitement aura été efficace, mais une fois sur 4, on fait un geste complémentaire. Alors, dans les malformations, on fait une salpingectomie. Quand il y a des adhérences, on fait une adhésiolyse qui donne 50% de grossesse, je vous rappelle. Lorsqu'il y a une occlusion fimbriale, on va faire une fimbrioplastie qui va donner entre 30 à 50% de grossesse. Et quand il y a un hydrosalpinx, on va faire soit une néosalpingostomie, soit une salpingectomie. Eh bien, il faut identifier l'orifice tubaire. Donc, la fibriolyse, eh bien, on va couper, on déagglutine les franges. Et puis, dans l'hydrosalpinx, qui est toxique en raison de l'embryotoxicité du liquide de l'hydrosalpinx, eh bien, on va utiliser la classification de Boer-Mosel une fois qu'on aura ouvert l'hydrosalpinx. S'il y a une muqueuse de qualité, on va traiter l'hydrosalpinx. Si par contre on a un stade 2 ou un stade 3, on va retirer la trompe. Alors, la néosalpingostomie, on l'a fait soit en déversion bipolaire, soit avec des fils de 5 ou 6,0. Ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que le traitement de l'hydrosalpinx versus l'abstention optimise toujours les taux de grossesse, soit spontanés bien sûr, soit en fil. Dernière chose, et ça sera ma conclusion, l'histoire de la reperméabilisation tubaire. Pourquoi j'en parle? Parce que la mode en ce moment, on est de plus en plus confronté à des patients qui veulent des contraceptions définitives avec une stérilisation tubaire. Eh bien, j'entends et je réentends, dans ces cas-là, on retire les trompes. Eh bien, je dis de grâce, ne retirez pas les trompes, mettez un clip ou faites du bipolaire sur la trompe. Les clips, c'est plus efficace. Pourquoi? Parce que on sait qu'il va y avoir, en fonction des âges à laquelle on fait ça, entre 5 à 30% de regrets. Eh bien, quand il y a un regret, c'est sûr que l'on peut faire une FIV, mais il ne faut pas oublier que quand elles ont 40 ans, les résultats ne seront pas très bons et que quand on regarde les séries des reperméabilisations tubaires après laparotomie ou après célioscopie, on est entre 40 à 50% de grossesse. Et ça, c'est intéressant à garder. Alors, si on a fait une salpingectomie, c'est foutu. Les syndromes des ovaires micropolykystiques, vous savez que ça peut se driller. Il y a de plus en plus de données pour favoriser ça, soit en célioscopie, soit par voie vaginale, qui n'est plus fait par fertiloscopie puisqu'il n'y en a plus. On peut utiliser les techniques de Venote pour aller faire ces micro-trous en bipolaire. Je vous remercie de votre attention et je m'excuse d'avoir peut-être été un peu long, mais le sujet l'était réellement. Donc, j'ai essayé de répondre le plus complètement possible à cette place de la chirurgie dans l'infertilité. Je vous remercie de votre écoute. Hervé, merci beaucoup. Oui, le sujet était long, mais je savais à l'avance que tu allais le traiter de façon didactique et très précise. Donc, je te pardonne, bien sûr, d'avoir été long,
c'était de toute façon très, très important parce que la place de la chirurgie doit se maintenir. Et je vais te poser deux questions qui ont été posées pendant ton topo. Première question, on se rend compte que tu utilises assez souvent avec ton équipe, et c'est pour répondre à la question d'un médecin, l'échographie péropératoire. Je crois que c'est important pour la distance, notamment muqueuse séreuse. Je crois que c'est très important. Ça te permet d'être relativement tranquille. Pour nous, on a tranquille. 3 indications d'écho péropératoire actuellement. Toutes les synéchies type 3, type 4, ça c'est hors de question de les opérer sans contrôle écho, ça évite les faux trajets. Une partie des malformations, les fibromes type 2 ou type 3, et puis parfois, bien sûr, quand il y a de l'adénomyose kystique, comme vous avez pu voir. Et puis ensuite, c'est au cas par cas. Ce qui sous-entend qu'il faut avoir un échographe dans un bloc opératoire en 2022. Pardon. Il y a une deuxième question, peut-être plus technique au niveau du matériel que pose un collègue, à savoir, est-ce qu'on peut utiliser pour la section des cloisons du matériel lame ou couteau urologique? Alors, comme j'ai fait de l'urologie il y a très, très, très longtemps, je ne sais pas de quels instruments parle le collègue. La réponse est non pour une raison très simple, c'est que le matériel urologique, c'est du gros matériel, c'est du Charlier 26 ou 28, et ce n'est pas raisonnable de dilater les cols pour mettre des hystéroscopes qui sont impropres pour opérer ça. Parce que bien sûr, la question, parce que là, j'ai été obligé d'aller vite, je considère que toute cloison doit être opérée. Je ne vois pas l'absurdité d'aller faire une FIV ou un traitement d'infertilité à une patiente qui a une cloison, parce que le risque, c'est 40% de fausses couches. Donc, c'est absurde. Les 40% de présentation du siège qui vont amener à faire une césarienne parce que malformation à présentation du siège égale césarienne. Et la césarienne qui va être faite pour la première grossesse va donner à peu près 15% d'hyspocèle. Donc, de grâce, coupons les cloisons dès qu'on en fait le diagnostic. Et là, il faut utiliser vraiment des instrumentations, soit de 5 mm avec des ciseaux, de 7 French, soit des réceptoscopes de 15 ou 18 French. D'accord. Alors, moi, je voudrais juste poser deux questions parce qu'après, on va devoir passer au prochain exposé. Alors, j'appelle ça encore fibrome intramural. Je sais que je me perds dans les chiffres. Donc, j'ai vu l'opération très, très agréable que tu as fait par hystéroscopie, incision puis résection, mais quand il y en a plusieurs et qu'il y a un fibrome qui présente plusieurs de ces types de fibromes, de patients de l'utérus présente plusieurs types de fibromes, il y a une infertilité, on fait des fécondations in vitro, ça ne s'implante pas, on dit que c'est à cause des fibromes. Qu'est-ce qu'on fait quand il y en a plusieurs, en fait? Avant, je sais qu'il y avait l'ESMIA. Tu étais un chaud partisan de l'ESMIA, mais malheureusement, ça a été un petit peu presque. Il m'arrive d'opérer les patientes quelquefois en 2 fois parce que je retire le fibrome qui me semble délétère et puis souvent c'est un peu comme un jeu de billes et on en a retiré un, il y a l'autre qui vient. Ce qui va arriver et qui va être la vraie discussion dans les mois qui viennent, c'est par exemple l'utilisation de la radiofréquence. La radiofréquence que l'on peut faire soit sous contrôle écho, soit sous contrôle célio, est dans les situations dont tu parles, Charles, très efficace. Et puis, j'aurai la réponse à la fin du mois, puisqu'on a fait une demande il y a 1 an et demi de la possibilité d'utiliser en France avec une nomenclature, donc un remboursement, les ultrasons focalisés. J'ai bon espoir qu'on ait cet accord. Et là, ça sera un autre abord pour pouvoir, soit par la radiofréquence, soit par les ultrasons focalisés, en fait, traiter ces patientes qui ont des fibromes type 3, type 4, donc on va se poser la question, quand ils font 4 ou 5 cm, de l'effet délétère pour les grossesses. Et autant on ne peut pas utiliser l'embolisation parce que les taux de grossesse sont très faibles après embolisation, puis il y a le risque de synéchie, comme je vous ai montré, alors qu'il semblerait, sur les données internationales maintenant, qui viennent de Chine pour les ultrasons focalisés, ou d'autres pays européens pour la radiofréquence, où là, il y a un taux de grossesse qui est strictement normal avec un traitement des fibromes. Donc ça, c'est vraiment le prochain chapitre et je pense que dans la question que tu poses, c'est ça qu'il faudra faire. D'accord. Voilà. En ce qui concerne l'endomètre fin, qui nous pose beaucoup de problèmes quand on fait des transferts d'embryons congelés ou autres sur utérus normal, mais écoute, je ne sais pas si la chirurgie, je ne sais pas quel est l'acte chirurgical dans son principe qui pourrait être utile, mais peut-être que tu nous en reparleras après. Oui, mais éventuellement, je vous dirai un commentaire après votre présentation. D'accord, entendu. Écoute, merci beaucoup. On va maintenant passer au topo de Jonathan Cohen qui va nous parler donc des
des fausses couches spontanées à répétition et d'une nouvelle approche, j'espère, de prise en charge et peut-être thérapeutique. Merci, Jonathan. Donc, je désactive mon son. Ah, pas le temps. C'est bon. Jonathan, c'est bon. C'est bon? Très bien. Vous avez l'écran? Oui, c'est bon. Tu as 20 minutes hein, quand même. Oui. Là, vous m'entendez? Très bien. Merci de m'avoir invité donc, pour parler des fausses couches à répétition. C'est un sujet très complexe et très vaste et je voudrais donc essayer d'être assez synthétique et pour ne pas vous perdre. Et en gros, je voudrais qu'on se dirige dans deux directions. Il y a deux hypothèses principales pour les fausses couches à répétition et chacun a toujours sa petite idée, mais en fait, on n'a pas de preuve à chaque fois que ce soit l'une ou l'autre. Soit il s'agit d'une cause chromosomique, soit il y a une anomalie chromosomique de l'embryon qui fait qu'il y a une fausse couche, soit il y a une cause immunologique, c'est-à-dire un rejet de l'embryon par l'endomètre. Mais cette cause immunologique, on a du mal à la prouver. On a du mal à savoir si elle est présente à chaque fausse couche et on a du mal à la traiter, malgré tous les traitements qui ont été proposés. Donc, dans ma présentation, ce que je voudrais, c'est d'abord essayer de définir ce que c'est que la cause chromosomique des fausses couches à répétition, essayer de voir quels peuvent être les arguments pour ou contre une cause chromosomique dans la survenue de la fausse couche. Et ensuite, je ne vais pas proposer de traitement miracle des fausses couches à répétition, mais essayer de présenter un petit peu les différentes options thérapeutiques qui sont actuellement étudiées et qui pourraient peut-être permettre de sortir de cette impasse. Donc, il y a 3 médicaments dont je vais parler à la fin de la présentation qui n'ont pas l'AMM et qui sont pourtant utilisés dans le cadre d'essais thérapeutiques pour les fausses couches à répétition ou sans essais thérapeutiques, je devais le présenter. Donc d'abord, nous allons voir quels sont les facteurs qui peuvent évoquer une aneuploïdie dans la cause de la fausse couche. Donc d'abord, est-ce que l'âge maternel peut être un facteur prédictif d'aneuploïdie dans le conceptus, c'est-à-dire quand une patiente a fait une fausse couche, la question qu'on se pose, est-ce que vous avez fait une fausse couche parce que votre embryon a une anomalie chromosomique ou bien est-ce qu'il y a une autre raison? Eh bien, les études le montrent. Quand on a étudié les produits de fausse couche donc les produits de fausse couche qui ont été étudiés par analyse karyotypique, plus la patiente a un âge avancé, plus il y a d'anomalies chromosomiques. Et donc, chez les patientes de plus de 40 ans, il y a plus de 70% d'anomalies chromosomiques dans les produits de fausse couche. Et donc, plus l'âge avance, plus il y a de chances d'avoir une anomalie chromosomique dans le produit de fausse couche. Donc ça, c'est la première leçon, elle est assez simple, la première idée à sortir. Ensuite, est-ce que le nombre d'antécédents de fausse couche a un impact sur la probabilité d'avoir une anomalie chromosomique dans le produit de fausse couche? Oui. Plus la patiente a fait un nombre élevé de fausses couches, moins il y a d'anomalies chromosomiques. Et donc là, c'est une étude qui a été faite sur 1300 femmes en Chine qui ont fait de 2 à 20 fausses couches. Et on a remarqué, en analysant les produits de fausses couches, on se demande à chaque fois combien la patiente a fait de fausses couches avant. Et chez une patiente qui a fait 2 fausses couches avant de faire celle-là, par exemple, eh bien, il y aura 36% de karyotypes normaux, alors que chez une patiente qui aura fait 10 à 20 fausses couches par le passé, il y aura 89% de karyotypes normaux. Donc, les deux premières leçons à tirer, plus la patiente est âgée, plus il y a d'anomalies chromosomiques, plus la patiente a fait un nombre élevé de fausses couches avant de faire la fausse couche, moins il y a d'anomalies chromosomiques. Donc, on peut dire qu'une patiente qui a fait une dizaine de fausses couches, elle a quasiment très peu de chances d'avoir une anomalie chromosomique dans le produit de fausse couche, et du coup, il devrait y avoir une autre raison. Quelle est cette autre raison? On va poser l'hypothèse que c'est un rejet du produit de fausse couche, une cause immunologique. Ensuite, est-ce que l'âge gestationnel au moment de la fausse couche a un impact sur la présence ou non d'anomalies chromosomiques? On peut voir que oui, mais pour les fausses couches plus tardives, c'est-à-dire que chez une patiente qui fait un arrêt de grossesse, une fausse couche tardive, après 16 semaines, il n'y aura que 34% d'anomalies chromosomiques, alors que chez une patiente qui fait une fausse couche avant 10 semaines, il y a 62% d'anomalies chromosomiques. Donc, ce que je voulais vous dire par ces diapos, c'est qu'il n'y a pas vraiment de différence avant 12 semaines pour se dire, tiens, cette patiente, elle a fait une fausse couche à 5 semaines, c'est une anomalie chromosomique, ou bien elle a fait une fausse couche à 10 semaines, c'est immuno. Non, on ne peut pas le dire.
puisque regardez, quand on analyse les produits de fausse couche des patientes et on les compare, jusqu'à 11 semaines, on a dans cette série-là de patientes qui avaient 2 antécédents de fausse couche, autour de 60% d'anomalies chromosomiques dans le produit de fausse couche. Et quand on dépasse 12 semaines, par contre, là, on diminue à 44%. Je vais passer là-dessus. Donc, la question qu'on se pose, si il y a une majorité de fausses couches qui sont causées par des anomalies chromosomiques, eh bien, est-ce qu'on pourrait proposer une thérapeutique à celle-ci? Et dans ce cas, quelle serait la thérapeutique? Eh bien, on pourrait se dire, puisque les embryons, ce sont les embryons anormaux qui donnent des fausses couches, on pourrait proposer aux patients de faire une fécondation in vitro et d'analyser l'embryon afin de ne transférer que des embryons normaux. Donc, premièrement, cette technique, malheureusement, elle serait impossible à faire en France. Pourquoi? Puisqu'en France, l'analyse des embryons n'est pas autorisée dans l'indication des fausses couches à répétition. Donc là, je vais utiliser juste un petit point de vocabulaire. Je sais qu'il y a des gens pour lesquels ce vocabulaire est très facile et d'autres gens pour lesquels ce vocabulaire est obscur parce qu'ils ne travaillent pas dans le domaine. Donc, le PGTA, c'est le diagnostic préimplantatoire pour rechercher une aneuploïdie. Donc, PGTA, parfois on peut l'appeler aussi PGS, c'est l'ancien nom, ou en France, on l'appellerait DPI pour recherche d'aneuploïdie. Donc, est-ce qu'il serait indiqué de faire le PGTA chez les patientes qui ont des fausses couches à répétition? Donc, le PGTA, je rappelle que c'est l'analyse de dizaines de cellules du trophectoderme. Donc, on va biopsier les cellules du trophectoderme au niveau de l'embryon, au stade blastocyste, donc à J5, afin de rechercher s'il y a une anomalie chromosomique au niveau de l'embryon, afin de replacer que des embryons qui n'ont pas d'anomalie chromosomique. Donc, je vais passer un petit peu parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ce que je vais vous montrer, c'est la principale étude qui a véritablement étudié la question. C'est une étude qui a eu lieu en 2016 et qui s'est dit, on va étudier simplement la question, on va prendre 300 patientes, on va leur proposer, voilà, vous avez plus de 2 fausses couches. Donc, bon, le critère d'inclusion est discutable, mais voilà ce qu'ils ont choisi, plus de 2 fausses couches. Vous avez 2 solutions. Soit vous restez chez vous et vous essayez d'avoir de nouveau une grossesse, soit nous faisons une fécondation in vitro et nous allons analyser l'embryon et nous replacerons un embryon que si l'embryon est normal. Et donc, 300 patientes ont été incluses dans l'étude. C'est elles-mêmes qui ont choisi si elles allaient vers la voie de la FIV ou vers la voie de l'expectative, c'est-à-dire projet de grossesse à la maison. Donc, 112 patientes vers la FIV, 188 vers l'expectative. Et les résultats n'ont pas été en faveur du PGS, je vous ai dit, c'est comme le PGTA, puisque les patientes qui ont eu un diagnostic préimplantatoire, il y a eu 32% de naissances vivantes et 20% de fausses couches, alors que les patientes qui ont choisi l'expectative, 34% de naissances vivantes et 24% de fausses couches. Donc, apparemment, dans ce groupe de patientes qui avaient 2 antécédents de fausses couches, le PGS n'a pas été en globalité sur la population favorable aux patientes qu'il avait choisies. Mais je voulais regarder un petit peu plus précisément donc, les chiffres parce que ça va rentrer dans mon argumentaire. Regardons les patientes donc, qui ont choisi le diagnostic préimplantatoire. Elles ont bénéficié de 168 ponctions de FIV. Parmi ces 168 ponctions, 130 ont permis de faire l'analyse chromosomique. Sur ces 130, 109 patientes avaient un embryon normal. Et donc, il y a eu 109 patientes qui ont eu un transfert. Sur ces 109 patientes, 72 grossesses, 57 naissances, donc 79%, et 10 fausses couches. Donc, ce que je retiendrai, c'est que oui, c'est vrai que le diagnostic préimplantatoire dans cette étude n'améliore pas en général, si on regarde au bout de 6 mois, au bout d'un an, le nombre de fausses couches, mais si on regarde les patientes qui ont pu bénéficier spécifiquement d'un diagnostic préimplantatoire et à qui on a transféré un embryon normal, il y a un petit peu moins de fausses couches, mais ce n'est pas significatif, mais il y a 14% de fausses couches contre 24% dans le reste de la population. Donc, je continue. Il y a eu ensuite une étude rétrospective chez des patientes aussi qui avaient cette fois strictement plus que 2 fausses couches, donc à partir de 3 fausses couches. 4100 patientes avec diagnostic préimplantatoire et 4100 patientes sans diagnostic préimplantatoire. Et donc, dans cette étude très importante qui a été réalisée en 2021, le taux de naissance en général était augmenté chez les patientes qui avaient le diagnostic préimplantatoire avec 47%
contre 34%, mais le taux de fausse couche n'était pas modifié. Donc, chez ces patientes-là, le taux de fausse couche n'était pas modifié par le diagnostic préimplantatoire. Donc, dans cette étude-là, qui a été publiée en 2021, il y avait une augmentation générale du taux de grossesse et des naissances vivantes, mais sans diminution du taux de fausse couche. Faible taux de fausse couche en général chez ces patientes, même celles qui n'avaient pas le diagnostic préimplantatoire par rapport au taux attendu. Mais chez cette patiente, ce ne sont pas des patientes qui étaient choisies pour avoir eu des fausses couches à répétition. C'est des indications de FIV qui étaient variables. Donc, en conclusion, sur la partie chromosomique, d'après l'étude de Murugappan, qui est la plus sérieuse sur le sujet, il n'y aurait pas d'intérêt à faire du PGTA. Mais chez les patientes qui ont pu bénéficier d'une FIV et d'un PGTA et qui ont eu un transfert d'embryon euploïde, elles avaient une diminution du taux de fausse couche. Alors, est-ce qu'il existerait une population cible qui pourrait bénéficier de cette stratégie? Peut-être qu'on pourrait se poser la question. Chez des patientes qui ont des fausses couches à répétition et qui ont une bonne réserve ovarienne, est-ce qu'il pourrait être intéressant chez ces patientes de proposer, donc du coup d'aller à l'étranger, puisqu'on ne peut pas le faire en France, pour avoir un diagnostic préimplantatoire afin de transférer un embryon euploïde? On y reviendra dans la conclusion générale. La question reste ouverte, je n'ai moi-même pas la réponse. Alors maintenant, nous allons regarder d'autres éléments. Donc là, on a vu le point anomalie chromosomique de l'embryon. Maintenant, on va essayer de regarder d'autres points qui sont étudiés dans les populations qui présentent des fausses couches à répétition. On a l'habitude d'étudier la fragmentation de l'ADN spermatique. Donc, il existe dans les couples qui présentent des fausses couches à répétition une augmentation, on a remarqué, du taux de patients qui présentent une fragmentation de l'ADN spermatique. Donc, l'ADN spermatique est compacté d'une certaine façon et il existe des patients chez lesquels il y a des anomalies dans la compaction de l'ADN, ce qui fait que l'ADN spermatique va se retrouver plus fragile et plus vulnérable à l'exposition de certains agresseurs et des réactifs, je reprends mes mots, ils vont être plus sensibles au stress oxydatif. Et donc, ces patients qui présentent une fragmentation de l'ADN spermatique sont plus représentés chez les patients, chez les couples qui présentent des fausses couches à répétition. Il existe des causes identifiées d'augmentation de la fragmentation de l'ADN spermatique. C'est principalement la varicocèle, c'est-à-dire la dilatation des veines spermatiques, et certains facteurs toxiques dans l'alimentation et des facteurs qui augmentent le stress oxydatif. Donc, une hypothèse serait de corriger les facteurs d'augmentation de la fragmentation de l'ADN spermatique pour augmenter les chances d'avoir moins de fausses couches à répétition. Donc, ça serait un argument pour traiter les varicocèles des hommes qui sont au sein de couples avec des fausses couches à répétition et de corriger les facteurs externes qui augmentent le stress oxydatif dans le but de diminuer la fragmentation de l'ADN spermatique. Une autre hypothèse qui est proposée principalement chez nos voisins espagnols, on parle du système KIR-HLA. Alors, le système KIR-HLA, je vais essayer de l'expliquer simplement. Il s'agit d'étudier l'interaction qui existe entre les cellules du placenta et les cellules de l'endomètre maternel. Donc, il existe dans l'endomètre maternel une majorité de lymphocytes natural killers, et les lymphocytes natural killers ont un rôle dans la possibilité qui est donnée au placenta de s'implanter ou de ne pas s'implanter dans l'utérus. Donc, si les lymphocytes natural killers sont très activés, il va y avoir un risque de fausse couche ou de pathologie placentaire, type pathologie vasculaire prééclampsie. Et si les lymphocytes natural killers sont inhibés, il va y avoir une augmentation de la tolérance de l'endomètre maternel vis-à-vis des cellules du placenta et du trophoblaste. Et donc, il y a certaines études qui ont montré que certaines familles de natural killers étaient plus favorables à l'implantation du placenta et que certaines autres familles de natural killers étaient moins favorables à l'implantation du placenta. Donc, ça, c'est la première chose. Et ensuite, on a remarqué que les cellules du placenta présentaient dans leur système de HLA, donc un système de présentation de l'antigène, donc un système de tolérance immunitaire, certains HLA qui avaient une
une capacité à être plus ou moins acceptée par les lymphocytes natural killers. Et donc, en gros, je présente donc ce schéma où vous avez les grosses cellules. Là, ça symbolise les lymphocytes natural killers qui ont des récepteurs. Et ces récepteurs, ce sont les récepteurs qu'on appelle KIR. Et il y a les récepteurs de type KIR A et les KIR B. Et les récepteurs de type, donc là je ne veux pas dire de bêtises, les récepteurs de type KIR B sont des récepteurs qui vont plus activer les lymphocytes natural killers et donc qui vont avoir un rôle plus pro-fausse couche. Et les KIR A, ils ont un rôle plus inhibiteur envers leurs cellules, le lymphocyte natural killer. Et du coup, ils vont avoir un rôle qui vont être plus inhibiteurs et du coup, le KIR A va être plus favorable à la grossesse. Et donc, certaines publications ont trouvé que des combinaisons des récepteurs KIR A ou KIR B en fonction des cellules du type HLA qui étaient présentées par les cellules du trophoblaste avaient un effet plus fausse couche ou un effet moins fausse couche sur les patientes. Et principalement, les combinaisons qui sont les plus délétères, ce sont les patientes qui présentent au niveau de leur endomètre, comme vous le voyez ici, dans cette colonne, une combinaison de récepteurs donc, sur les cellules lymphocytes natural killer KIR B avec le système HLA-C1-C1 ou bien KIR A avec le système HLA-C2-C2. Mais ce sont des publications donc, qui ne disent pas que les patientes qui présentent telle ou telle combinaison vont obligatoirement faire une fausse couche, mais elles montrent simplement que certaines combinaisons vont avoir un effet plus problématique sur la grossesse et vont augmenter les risques de fausse couche et augmenter les risques de pathologie placentaire. Et pour moi, la principale conclusion qu'on pourrait tirer de ces études, c'est pas de dire aux patients vous êtes incompatibles, vous ne pouvez pas parce que vous ne pouvez pas avoir un bébé ensemble. C'est plutôt de se dire il y a peut-être un intérêt chez ce couple à trouver une technique d'immunomodulation, c'est-à-dire des médicaments qui vont diminuer la réponse immunitaire afin d'augmenter la tolérance, mais rien n'est prouvé sur le sujet. Autre sujet complexe, les mutations MTHFR. Donc, les mutations MTHFR sont recherchées chez les deux membres du couple, donc chez l'homme et chez la femme. Et le gène MTHFR, sa principale fonction est de rendre actif l'acide folique. C'est-à-dire l'acide folique, la forme B9, est active sous sa forme 5-MTHF. Et le but de la forme active de l'acide folique est de permettre de dégrader l'homocystéine en méthionine. Donc, les patientes qui ont, ou les gens qui ont des mutations pour le MTHFR vont avoir plus de mal à dégrader l'homocystéine en méthionine et du coup vont avoir une augmentation des risques thromboemboliques. Mais on a remarqué qu'il existait aussi une augmentation de la proportion des mutations MTHFR chez les couples infertiles ou chez les couples qui présentaient des fausses couches à répétition. Pourquoi ? Puisqu'en fait, le fait d'avoir cette forme inactivée de l'acide folique, ça va avoir un impact en fait même sur le développement embryonnaire, puisque ce folate est utile au développement des cellules de l'embryon. Et donc, on s'est dit tout simplement qu'il suffirait de donner directement la forme activée au patient, c'est-à-dire la forme 5-MTHF, pour chanter finalement ce déficit au passage de la forme acide folique à la forme activée. Et donc, il y a des études contradictoires, des études qui ont montré qu'en donnant la forme active, c'est-à-dire le 5-MTHF au lieu de l'acide folique, les couples allaient avoir des meilleures chances de grossesse. Et il y a d'autres études qui ont montré que ça n'avait pas eu d'effet. Donc, c'était pour vous expliquer la définition de la recherche de ces mutations du MTHFR. Maintenant, je voudrais vous parler de certaines thérapeutiques qui sont décrites. Aucune de ces thérapeutiques n'a fait la preuve de sa supériorité, mais n'a fait la preuve même de son efficacité. Mais je voulais vous en parler, car vous allez en entendre parler dans le futur. Donc, l'injection d'intralipides. L'injection d'intralipides, on peut dire qu'elle est principalement arrivée en France par les recommandations données par l'équipe de Nathalie Lédé dans le traitement des patientes qui présentent des dérégulations avec le test Matrix Lab.
Donc, je ne veux pas vous perdre parce qu'il y a vraiment il y a énormément de choses, mais là, rapidement, les intralipides, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas pourquoi, il n'y a pas d'explication sûre pour ça, mais on a remarqué que les intralipides pouvaient avoir un effet, en tout cas in vitro, pour diminuer la cytotoxicité des lymphocytes natural killers. C'est-à-dire que quand on donne des intralipides, on pourrait avoir un effet qui inhiberait les lymphocytes natural killers et du coup, on pourrait augmenter la tolérance à la grossesse. Donc, l'injection d'intralipides, ça pourrait avoir un intérêt dans les patientes qui présentent des échecs d'implantation à répétition ou bien les patientes qui présentent des fausses couches à répétition. Et dans une étude rétrospective que nous avons publiée, nous avons montré que chez les patientes qui avaient eu une injection d'intralipide et de nombreuses antécédents de fausses couches à répétition, il y avait un effet positif sur l'obtention d'une grossesse avec un odds ratio à 1,7 pour obtenir une grossesse vivante. L'hydroxychloroquine est actuellement à l'étude. Donc, l'hydroxychloroquine, dont tout le monde a entendu parler avec les traitements pour le Covid. Donc, c'est un médicament qui peut avoir un effet immunomodulateur, qui pourrait avoir un effet pour réduire l'état inflammatoire de l'endomètre, en réduisant le stress oxydatif et en limitant la dysfonction endothéliale, donc vasculaire de l'endomètre, et en diminuant l'état d'hypercoagulabilité. Donc, comment on s'est rendu compte de ça? C'était dans des études rétrospectives qui avaient été faites chez des patientes qui avaient le syndrome des antiphospholipides. On avait remarqué que les patientes qui recevaient l'hydroxychloroquine, mais qui avaient le syndrome des antiphospholipides, avaient une réduction drastique des risques de fausses couches. Donc, il y a en ce moment une étude qui a lieu à Brest et qui étudie l'effet de l'hydroxychloroquine chez les patientes qui présentent plus de 3 fausses couches à répétition sans pathologie thrombotique. Il y a aussi une autre étude qui a lieu au Danemark et qui étudie l'effet de l'hydroxychloroquine. Autres médicaments, les anti-TNF-alpha. Donc là, on est toujours dans la réduction de la réponse immunologique de l'endomètre face au placenta. Et donc, il y a certaines études, mais qui ont été réalisées sur de très faibles effectifs et qui ont montré un effet positif des anti-TNF-alpha chez les patientes qui présentaient des fausses couches à répétition, mais aucune de ces études ne peut être prise avec le sérieux qui doit être donné à des études scientifiques parce qu'il y a eu beaucoup de mélanges des médicaments, et des groupes qui étaient assez hétérogènes. Donc, je le présente juste parce qu'il peut être donné dans certains cas et qu'il nécessite d'être étudié. Il va bientôt y avoir d'ailleurs en France un essai randomisé contrôlé des anti-TNF-alpha chez les patientes qui ne présentent pas des fausses couches à répétition, mais des échecs répétés d'implantation. Enfin, il existe un autre essai qui a lieu en ce moment en France, c'est un essai qui étudie l'interleukine 2, et c'est un essai qui a lieu qui a inclus seulement 10 patientes, qui va bientôt être étudié car les 10 patientes seront bientôt terminées d'être incluses. Et le but de l'interleukine 2 est de réguler la fonction des lymphocytes T-régulateurs pour augmenter la tolérance à la grossesse. Et les critères d'inclusion dans cet essai pilote, c'était d'avoir plus de 5 antécédents de fausses couches. Ensuite, je dois citer quand même la stratégie MatriceLab, parce que c'est une stratégie française qui est dirigée par l'équipe de Nathalie Lidé et qui a pour but donc de faire une biopsie d'endomètre en deuxième partie du cycle pour étudier l'environnement immunologique de l'endomètre au moment de l'implantation et qui va définir 3 groupes de patientes. Les patientes qui ont un endomètre normal, les patientes qui ont un endomètre avec une ambiance hyperactivée, c'est-à-dire rejet de l'embryon, et les patientes qui ont une ambiance hypoactivée. Et on va proposer différentes stratégies en fonction de la situation. Et je voulais vous parler du MatriceLab, normalement, qui a été au départ développé pour les échecs d'implantation à répétition, puisque chez les patientes qui ont été traitées par la stratégie MatriceLab, chez les patientes qui présentaient une dérégulation, c'est-à-dire soit hypoactivée, soit hyperactivée, le fait d'avoir suivi les recommandations du MatriceLab, dans l'étude rétrospective qui a été présentée par Nathalie Lidé, il y avait 12% de fausses couches chez les patientes qui avaient qui avaient une dérégulation qui avait été traitée, contre 24% de fausses couches chez les patientes qui n'avaient pas de dérégulation et du coup qui n'avaient pas été traitées. Donc, en conclusion, moi, ce que je voudrais conclure pour dire qu'on ne peut pas
fractionner en fait les deux théories, de dire c'est un problème chromosomique ou bien c'est un problème immuno. Déjà, il faut qu'on continue absolument à travailler sur les hypothèses immunologiques qui pourraient expliquer les rejets de la grossesse. Il faut continuer à faire des essais. Il faut faire des essais beaucoup plus sérieux que ce qui a été proposé. Il faut analyser chaque molécule très sérieusement en la comparant avec le placebo. Et on ne peut pas non plus séparer les deux. Et moi, je pense que le problème de ces essais aussi, c'est qu'on va essayer, par exemple, une molécule chez une patiente. Et cette patiente, cette fois-ci-là, elle va avoir un embryon qui va avoir une anomalie chromosomique. Et du coup, on va penser que cette molécule n'a pas d'effet parce que ça n'a pas marché, alors qu'en fait, il y avait une anomalie chromosomique. Donc, moi, je pense que l'essai idéal, selon moi, ce serait d'associer les deux stratégies, c'est-à-dire de transférer des embryons sans anomalie chromosomique en essayant différentes stratégies d'immunomodulation. Et donc, voilà, je n'ai pas de réponse miraculeuse à la question des fausses couches à répétition, mais je pense qu'il faut continuer de travailler ensemble main dans la main avec les immunos pour essayer des stratégies d'immunomodulation et essayer de transférer les embryons sans anomalie chromosomique si on le peut aussi. Je vous remercie de votre attention. Jonathan, merci beaucoup. Je sais que c'est un topo qui est pas facile parce que, bien sûr, on reste toujours un peu sur notre faim, mais les pistes thérapeutiques sont intéressantes. Ton exposé va rejoindre un peu celui des échecs d'implantation embryonnaire. Il y a néanmoins deux questions qui ont été posées pendant ton exposé. Pour le KIR-HLA, première question d'un collègue ou d'une collègue, je ne sais pas, pardon. Comment faire pour les détecter? Et puis, tu as évoqué un traitement immunosuppresseur, mais comment se passe la détection? C'est une prise de sang? Tu m'as entendu? Pardon? Tu m'as entendu? Oui. Prise de sang pour le HLA, oui. du père et HLA de la mère, et biopsie d'endomètre pour le KIR. Puisque le KIR, ce sont des récepteurs qu'on va trouver sur les lymphocytes natural killer de l'endomètre. Donc, ce sont ceux de l'endomètre, pas ceux du sang. Et les HLA, ce sont des cellules qu'on va trouver dans le système du père et de la mère. D'accord. Et j'ose imaginer, je crois que j'ai été exposé à ce genre de problème. Il n'y a pas beaucoup de laboratoires qui l'étudient en France, en tout cas. Je crois que c'est à Lyon. Oui, moi, principalement, moi, c'est toujours des données quasiment. J'ai vu une seule fois de France, mais c'est toujours d'Espagne qu'on m'apporte les résultats. D'accord. Bon, il y a un collègue ou une collègue qui pose la question sur l'année de publication du Matrice Lab et fausses couches. Je crois que c'est 2019 de mémoire, mais peut-être que tu as. Bon, sinon, on lui enverra un petit mot. Je crois que c'est 2019 par rapport au Matrice Lab. Alors, je peux vous le dire tout de suite. Je partage toujours l'écran là? Oui, oui. En tout cas, il faut taper sur PubMed l'aider. Il y a 3 articles. Il y a un dans l'American Journal, un dans le Journal of Immunological Reproduction et un dans Frontiers in Immunological and Reproduction. D'accord. Une troisième question qui vient d'arriver, c'est est-ce que tu as une notion de régulation des cellules natural killer par des modifications du microbiote? On a beaucoup parlé du microbiote. J'avoue que je reste un petit peu réservé sur la définition, les prises en charge, le traitement, la lourdeur du diagnostic de microbiote anormal. Mais enfin, si tu as une réponse par rapport à ça, elle sera la bienvenue avant que l'on passe au… Non, désolé, je n'ai pas de réponse. Bon, on n'a pas de réponse, mais les Espagnols travaillent beaucoup dessus. J'attends, je ne sais pas ce qu'en pense Patrice, mais pas d'avis. Pas d'avis non plus. Pas d'avis non plus, mais je reste réservé, on va dire, par rapport à ça. Donc, on va maintenant passer au troisième topo qu'on a dédoublé. Alors, certaines choses ont déjà été dites tant par Hervé Fernandez que par Jonathan Cohen. Donc, on va aller un petit peu vite sur certains plans. Et ce topo est, si je peux l'avoir… Patrice va m'aider. Écran partagé.
Voilà, en fait les échecs d'implantation embryonnaire, bon, c'est un sujet difficile, préoccupant, psychologiquement difficile pour les couples. Et je présente cet exposé en me basant sur les recommandations faites par les Canadiens, l'équipe de Cholo, ça remonte à 2020, parce qu'il n'y a pas, en tout cas à ma connaissance, et Hervé me l'a confirmé, je crois, il n'y a pas de recommandations écrites actuellement sur que faire dans les échecs répétés d'implantation embryonnaire après fécondation in vitro. On n'a pas de données écrites et de preuves significatives ou probantes. Donc, j'ai pris cet article, cette analyse faite par les Canadiens pour faire ce résumé. Voilà, c'est une énigme, oui, c'est un problème, oui, et qui se pose à nous souvent, et donc ce sont des consultations toujours difficiles à mener. Alors, on sait que l'implantation requiert bien sûr un blastocystes compétent et un bon endomètre. Et puis, on se dit à la fin, car les femmes, les couples le disent, qui est coupable? Est-ce que c'est à cause du blastocystes ou est-ce que c'est mon utérus qui ne va pas? Quel est le problème qui peut se poser après 1, 2 ou 3 échecs? La définition même reste sujet à discussion, parce que est-ce qu'il y a échec d'implantation après qu'il y ait eu simplement un bêta-HCG positif, ou faut-il définir l'échec d'implantation lorsqu'il y a un diagnostic échographique de grossesse interrompue? Par ailleurs, à partir de quel nombre parle-t-on d'échecs répétés? Et s'agit-il d'une implantation d'embryon à J2 ou J3 ou de blastocystes? Tous ces éléments sont à définir, ne sont pas encore définis et devraient l'être. Pour l'instant, la plupart des études évoquent néanmoins qu'on parle d'échecs répétés après 2 ou 3 tentatives de transfert embryonnaire ou de blastocystes. Alors, je n'évoque pas, bien sûr, ce qui a été déjà dit par Hervé Fernandez, les problèmes de lésions utérines, l'hydrosalpinge, qui doivent être bien sûr pris en charge auparavant, ni les problèmes médicaux d'ordre thyroïdien ou de règles hygiéno-diététiques les plus classiques que l'on connaît. Alors, quelle est la valeur de chaque test préconisé? Ça a été étudié dans cette analyse de nos collègues canadiens. L'hystéroscopie, Hervé Fernandez en a longuement parlé. Elle doit être réalisée après une hystérographie, une IRM, une échosonoscopie. Quelle est la valeur de l'hystéroscopie que l'on fait très souvent quand même lorsqu'il y a échec d'implantation? Eh bien, finalement, cette étude de Trophy, qui est une étude multicentrique, randomisée, 350 patientes versus 352 contrôles sans hystéroscopie. Certes, on trouve des lésions, traitées seulement dans 4% des cas, mais dans cette étude randomisée, il n'y a aucune différence significative lorsqu'une hystéroscopie a été réalisée. Par ailleurs, Hervé Fernandez a évoqué l'échosonoscopie. Je crois malheureusement qu'elle n'est pas assez faite en France et qu'on va un peu trop vite sur l'hystéroscopie, qui est un petit peu plus invasive quand même. Alors, la thrombophilie. Bon, Jonathan Cohen n'a pas évoqué ce diagnostic de façon volontaire, parce que c'est déjà assez connu dans le cadre des fausses couches à répétition. Qu'en est-il pour les échecs d'implantation? Faut-il faire des recherches d'ordre hématologique, troubles de la coagulation, mutation des facteurs 5 de l'Éden, le gène de prothrombine, antiphospholipides, antiprotéines, facteurs anti-DNA ou autres? Les mutations de gènes, on en a déjà parlé, Patrice va en reparler. Alors, bien sûr, on a suspecté que des échecs d'implantation pouvaient être liés à une réceptivité moindre des vaisseaux, mais qu'en est-il sur le plan pratique? Est-ce que les données, lorsque des tests ont été réalisés, ça a été retrouvé par Steinville en 2012, est-ce qu'il y a eu de façon significative des différences? En fait, non, malheureusement. La recherche d'une pathologie de thrombophilie n'a pas amené d'éléments significatifs sur le plan pratique, et les auteurs ont donc noté une absence d'évidence suffisante. L'aspect immunitaire, on en a parlé. Je ne reviens pas sur le MATRISTAB, puisque Jonathan l'a déjà évoqué. Il est nécessaire dans le MATRISTAB, j'en dis un mot néanmoins, de faire une biopsie d'endomètre en deuxième partie de cycle, soit sous traitement, soit sur un cycle spontané, soit sous traitement hormonal. Et l'équipe de l'ED
qui a été guidé également par Guy Chawat, a montré cet examen qui était intellectuellement très intéressant pour étudier cette réactivité immunitaire. On recherche des cellules NK, on recherche des anomalies des interleukines, et en effet, il a été noté des activations soit excessives, soit trop faibles, qui ont amené à des traitements complémentaires. Je pense que dans le dernier compte-rendu de traitement, de prise en charge par Nathalie Daudet, elle évoque moins en tout cas ce qu'elle faisait il y a encore un an, les injections d'intralipides, puisque les comptes rendus les plus récents, c'était surtout traitement corticoïde, vitamine E, vitamine D, augmentation de la supplémentation en progestérone lorsqu'il y avait une surexpression des cellules NK, et au contraire, dans les sous-expressions, le scratching endométrial qui est actuellement assez contesté, les rapports avant transfert embryonnaire et des HCG recombinants. Néanmoins, pour l'instant, je réponds à l'avance à une question peut-être de la collègue ou du collègue qui a posé la question préalablement, Nathalie et l'ED est en train de mener une étude randomisée, à savoir des couples à qui on a fait des matrices lab. Alors, certes, dans une première cohorte, donc, on fait un traitement en prenant compte des résultats du matrice lab, et dans l'autre cohorte comparative, qui sert de cas contrôle, on ne tient pas compte des résultats du matrice lab. C'est donc un examen à blanc, finalement, sans tenir compte des résultats. Pour l'instant, cette étude est en cours, elle va être bientôt terminée, je pense, mais on n'a pas encore la réponse à cette question, même si le matrice lab me paraît, à titre personnel, de façon empirique, dans les résultats que j'ai pu avoir, relativement intéressant. Je ne parle pas de la génétique, puisque c'est Patrice Clément qui va nous en parler. La fragmentation ionospermatique, eh bien, ça a été évoqué par Jonathan Cohen, et avec l'explication de ce que c'est que le DNA spermatique. Je crois que c'est un élément, par contre, diagnostique dans les échecs d'implantation répétés à faire, même quand le spermogramme est normal, parce qu'on peut avoir des surprises, soit de varicocèle non diagnostiqué, soit de stress oxydatif lié au tabac, par exemple, ou à d'autres causes. Et donc, je pense que même si les études prospectives n'ont pas montré des éléments significatifs, dans les échecs d'implantation, cela doit faire partie de la recherche au niveau d'un spermogramme. Patrice, tu en diras peut-être quelque chose, toi qui es un expert en ce domaine. J'évoque à peine l'endométrite chronique parce qu'on a diagnostiqué trop facilement des endométrites à la suite d'une hystéroscopie. Peut-être, je ne pense pas qu'Hervé me contredise, mais il ne suffit pas de voir quelques pétéchies au niveau de l'endomètre en hystéroscopie pour dire il y a une endométrite. C'est vraiment un examen histologique montrant des plasmocystes qui peut le montrer. Et donc, on a un peu trop utilisé de façon excessive le terme d'endométrite dans certains cas, dans le cas des échecs d'implantation. Il paraît peut-être plus intéressant de la réponse à l'évaluation de la fenêtre d'implantation. Alors ça, je ne peux pas ne pas évoquer et parler des examens réalisés par mon ami Samir Amama et également par les équipes d'Espagne. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est à savoir quand faut-il au mieux implanter un blastocyste, et cela est valable dans le cadre, bien sûr, d'embryons de blastocystes vitrifiés, donc après dévitrification. Il s'agit d'une étude de l'endomètre, une étude transcriptomique d'un endomètre. Et à partir de 2 biopsies réalisées à 2 jours d'intervalle en deuxième partie de cycle, soit en cycle spontané, soit en cycle artificiel avec un traitement hormonal, on peut cibler la fenêtre d'implantation, soit J5, soit J6, soit J7, soit J8, soit même J9 dans certains cas. Mais là aussi, même si ce test est intellectuellement intéressant, il n'y a pas eu encore d'études randomisées suffisantes qui nous permettent de dire de façon significative sur le plan statistique, c'est bien de le faire. Je n'évoque pas l'aneuploïdie, j'évoque à peine le scratching. Vous savez que de façon empirique, on a tous fait des biopsies d'endomètre dans le cycle qui précédait en disant « allez, ça va augmenter la réponse immunitaire dans certains cas ». Certes, ça a été fait, mais là aussi, les données ont été très largement controversées et ne sont pas utilisables. Les autres recommandations, tout a été fait, tout a été étudié. On donne de l'aspirine, des anticoagulants, l'immunothérapie. Pour l'instant, à ce jour,
aucune d'essais thérapeutiques n'a un niveau de preuve suffisant pour être utilisée dans le cas d'échecs répétés. Alors, évidemment, on est un peu dans une impasse. Pendant ce temps, l'impact psychologique est majeur. Et de toute façon, même si on pense que certains tests n'ont peut-être pas fait la preuve de leur efficacité, il est clair que les couples, grâce à Google et Internet, se renseignent, quelquefois même plus que nous, et demandent des tests. Il est très difficile actuellement de répondre non, ça ne sert à rien ou ça a été fait, c'est controversé. On ne peut pas refuser, je pense, de faire certains tests, en tout cas un minimum, pour essayer de porter une réponse. Je voudrais juste finir, avant de passer la parole à Patrice, sur une étude rétrospective qui a été menée par COUT et qui a montré quand même que sur un délai de 9 mois, lorsqu'on n'a rien trouvé, lorsque les couples persévéraient, bien que leur parcours ait été étiqueté échec répété, eh bien quand même, il y a eu une grossesse dans un pourcentage significatif de cas. Voilà, j'ai été un petit peu vite parce que certaines choses avaient déjà été étudiées et analysées. Je laisse la parole maintenant à Patrice Clément, biologiste et généticien, qui va nous parler des types de bilans d'ordre génétique qu'il faut faire dans le cas, et nous répondrons ensuite à vos questions, s'il y en a. Nous partageons l'écran, nous partageons le bureau, donc je me pousse. Voilà, bonjour. Attends, je vais... Tu vas t'enlever ton son aussi. Le son est enlevé. C'est Delphine Roche qui devrait enlever son son. Merci. Voilà. Baisse ton son complètement de ton ordinateur. Voilà, ici. Non, ici. Voilà, bonjour. Merci à Charles de m'avoir proposé de faire cette présentation. Merci au laboratoire Merck d'organiser cette soirée. Donc, on va revenir sur les échecs d'implantation en MP. Très franchement, pratiquement tout a été dit, parce que la frontière est très tenue entre échecs d'implantation et fausses couches à répétition, notamment sur les fausses couches précoces. Mais je vais essayer de revenir sur quelques points, notamment sur le diagnostic et comment est-ce qu'on peut avoir une approche diagnostique intéressante dans les cas de. Attendez, j'essaie d'enlever ça. Voilà. Petit problème de. Bon, je vais faire comme ça. C'est pas grave. Donc, je n'arrive pas à enlever le dossier à droite. Je ne sais pas pourquoi. Mais est-ce qu'il est parti? Voilà. Si j'enlève moi. Voilà. Non, je l'ai enlevé. Voilà. Alors, je vais revenir effectivement sur le diagnostic. Le diagnostic est important dans les problèmes avec ma présentation, visiblement. Alors, je suis désolé, ça ne veut pas avancer. Je ne sais pas pourquoi. On va faire comme ça. Voilà, on peut raisonner à 3 niveaux en fait quand on fait du diagnostic. Les causes d'échec d'implantation, elles peuvent être gamétiques, elles peuvent être embryonnaires et elles peuvent être utérines. Et à chaque fois, on peut raisonner à différents niveaux aussi, soit au niveau génétique, soit au niveau chromosomique, soit au niveau immunologique. Alors quand on est sur des causes gamétiques, on peut raisonner sur l'ADN. À ce moment-là, on va y revenir, mais on peut réfléchir à la fragmentation et à la décondensation de l'ADN spermatique. Quand on est sur du génétique, on peut raisonner sur tous les gènes de la méiose, mais là, on les connaît mal et de toute façon, on n'a pas d'outils diagnostiques. Il est probable que dans l'avenir, on puisse raisonner sur des puces à ADN avec un ciblage des gènes qui sont impliqués dans la méiose et même voir après avec de l'exome, c'est-à-dire en réfléchissant, en faisant un diagnostic sur la partie de l'ADN qui code pour tous ces gènes de méiose. Et puis là aussi, on en a déjà parlé, mais on va y revenir. On peut raisonner aussi, rechercher les anomalies génétiques et les mutations du gène MTHFR. Et si on raisonne au niveau cytogénétique, bien sûr, c'est l'analyse chromosomique, soit en anomalie de nombre
et au premier rang desquels se trouve le syndrome de Klinefelter et le syndrome de Turner, mais au niveau également des anomalies de structure, un type de translocation et d'inversion. Si on est sur les causes embryonnaires, on peut de nouveau raisonner sur la génétique avec tous les gènes du développement embryonnaire, mais là, on les connaît mal aussi, et ça sera certainement l'exome qui nous permettra de répondre à ces questions. Mais là aussi, vous allez voir que le gène MTHFR a un rôle. Et ensuite, au niveau chromosomique, quand on est sur une cause embryonnaire, sur l'aneuploïdie et le diagnostic préimplantatoire, comme on a déjà parlé, je vais y revenir. Les causes utérines, là encore, MTHFR peut avoir un rôle, vous allez le voir, et les bilans immunologiques sur lesquels je ne reviendrai pas. Au niveau chromosomique, la question qu'on peut se poser, c'est quel est le risque pour la descendance? Vous voyez que s'il y a une anomalie, par exemple, à terme de translocation entre deux chromosomes, la méiose va faire que l'équilibre des gamètes peut être altéré. On peut avoir un spermatozoïde qui reste équilibré, mais on peut aussi avoir un spermatozoïde équilibré, mais avec la translocation, et d'autres spermatozoïdes qui sont déséquilibrés. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ce diagnostic et savoir si on peut continuer une FIV ou si on a intérêt à passer en don d'ovocytes ou carrément en diagnostic préimplantatoire? L'intérêt, c'est de faire une analyse par fiche de ces spermatozoïdes où en fait, on va utiliser des sondes qui sont spécifiques des deux chromosomes transloqués et on va regarder quel est l'équilibre, quel est le pourcentage de spermatozoïdes qui sont équilibrés, soit réellement équilibrés, soit avec une translocation équilibrée, et des spermatozoïdes qui sont déséquilibrés. Et en fonction de ce pourcentage de spermatozoïdes équilibrés ou déséquilibrés, on pourra se dire, oui, on peut continuer à faire de la FIV parce qu'on ne prend pas énormément de risques. Par exemple, si vous regardez le premier tableau vers le haut, la fréquence à terme, elle sera de 100%, donc vous aurez peu de risques d'avoir un enfant anormal. Dans les autres cas, il y aura toujours des fausses couches ou des échecs d'implantation. Par contre, si ce risque déséquilibre est trop important, avec un risque d'avoir un accouchement d'un enfant avec une anomalie chromosomique, dans ce cas-là, on s'orientera vers le DPI ou même vers le don de spermatozoïdes. C'est la même chose pour les translocations quelles qu'elles soient, y compris pour les translocations de type robertsonienne. Les anomalies de nombre, il faut juste dire un mot sur la monosomie X. Alors, quand c'est un syndrome de Turner homogène, on n'aura pas trop de questions à se poser parce que là, de toute façon, il y a de la pathologie très associée. Mais là où on peut se poser des questions, c'est sur les patientes qui ont des insuffisances ovariennes précoces ou des diminutions très fortes de la réserve ovarienne assez précocement. Et dans ce cas-là, il faudra penser au syndrome de Turner en mosaïque. Et là, on a des difficultés parfois d'interprétation parce qu'au-delà de 5%, le seuil décrit dans toutes les publications, c'est 5% de chromosome 45X, au-delà duquel on peut considérer que ça a une importance dans le développement embryonnaire. Et donc, il faudra vraiment raisonner éventuellement sur plusieurs tissus pour connaître la réalité de ce pourcentage. Alors, l'aneuploïdie des embryons, on en a longuement parlé. Ça a été longuement discuté à l'Agence de la biomédecine. Ça a été au final refusé dans la nouvelle loi de bioéthique. Donc, c'est le diagnostic préimplantatoire pour recherche d'aneuploïdie. Comme l'a dit Jonathan, c'était l'idée de se dire on va transférer uniquement des embryons qui sont euploïdes. Ça a été il y a eu beaucoup de contradictions sur cette analyse. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des grosses séries qui ont dit, même quand on a transféré les embryons aneuploïdes, parce qu'on n'avait pas le choix, il y a eu des grossesses qui ont été évolutives avec des enfants qui sont nés. Parfois, on avait le choix, mais on transférait quand même des aneuploïdies parce qu'on n'avait pas suffisamment d'embryons et on a eu des grossesses. Et un autre problème qui a très certainement fait que cette technique a été récusée, c'est la très grande difficulté d'interprétation des aneuploïdies sur les blastocystes, parce que les blastocystes sont des embryons qui présentent beaucoup de mosaïques, avec parfois des réparations de ces mosaïques, et l'interprétation des mosaïques est extrêmement difficile, voire même l'interprétation de la fiche sur ces prélèvements cellulaires de blastocystes est souvent très, très difficile. Et il y a eu des comparaisons d'examens par fiche de différents blastocystes envoyés dans différents laboratoires avec des résultats qui étaient très significativement différents. Alors, la mutation du gène MTHFR, je vous en parlais parce qu'on travaille beaucoup sur ce point au laboratoire. Alors, comme l'a dit Jonathan, ce gène MTHFR, il intervient dans le cycle de l'acide folique et il permet de régénérer
l'homocystéine en méthionine. Alors, pourquoi c'est important ce cycle de l'acide folique? C'est important pour deux raisons. Comme vous voyez sur ce schéma, vous voyez ici que le cycle de l'acide folique permet de synthétiser du glutathion et de l'hypotaurine, qui sont deux produits extrêmement antioxydants. Donc, si ce cycle de l'acide folique est perturbé, il y a un stress oxydant qui est beaucoup plus important chez les personnes, qui entraîne différentes pathologies thrombotiques, par exemple, mais aussi sur la pathologie de fertilité. Et on va y revenir ensuite. Le deuxième point pour lequel il est important que ce cycle de l'acide folique fonctionne normalement, c'est que ce cycle de l'acide folique, comme vous le voyez ici, il permet de synthétiser de la méthionine à partir de l'homocystéine. Et la méthionine, c'est un excellent donneur de méthyle. Et le méthyle est fondamentalement important dans la spermatogénèse, dans l'ovogénèse et dans le développement embryonnaire précoce. Pourquoi? Parce qu'à tous les niveaux du développement embryonnaire précoce, il y a une remodulation complète de l'ADN avec la méthylation de l'ADN, et que si cette méthylation se fait mal, le développement embryonnaire précoce s'arrête. Donc, ce cycle de l'acide folique est fondamental dans le fonctionnement de l'embryogénèse. On l'a montré à différents niveaux, dans différents papiers. C'est déjà montré sur les problèmes de fertilité masculine, sur les problèmes de fertilité féminine, et très récemment sur une grosse cohorte qui a été publiée en 2021 sur des échecs de fécondation in vitro, sur ces mutations du gène MTHFR, qui montrent que dans ces échecs, il y a une augmentation significative de ces mutations. Je vais vous montrer d'autres exemples. Cette mutation MTHFR, comme je vous l'ai dit avant, entraîne une dérégulation du stress oxydant, entraînant des arrêts de développement embryonnaire, et également dans ce papier que vous voyez dessous, c'est problématique de reprogrammation de l'ADN par la méthylation qui font que le développement embryonnaire précoce est également perturbé. L'homocystéine, on avait montré dans un papier avec Yves Ménézo que l'homocystéine, c'est un bon marqueur de cette perturbation de la mutation MTHFR, mais c'est surtout un bon marqueur chez l'homme. Quand on a des mutations MTHFR chez la femme, on a beaucoup moins d'augmentation de l'homocystéine. Il y a très certainement des process de compensation qui font que l'homocystéine est moins élevée. Donc, en fait, on peut avoir, c'est intéressant de regarder l'homocystéine, mais ce n'est pas suffisant, en tout cas pas chez la femme, mais il faut aussi faire une recherche de mutation MTHFR. On avait montré dans cet article de Zygote avec Yves également que l'homéostasie, donc la nécessité de régulation de la méthylation de l'ADN était très important pour le développement embryonnaire précoce. C'est toute la problématique de l'épigénétique qui joue un rôle fondamental dans la gamétogénèse et dans le développement embryonnaire précoce. L'ADN spermatique, on en a parlé, je ne vais pas revenir dessus. Il y a deux points quand même. Ça n'est pas que la fragmentation, c'est aussi la décondensation qu'il faut regarder. C'est deux problématiques différentes. La problématique de l'analyse de la qualité de l'ADN spermatique, c'est qu'il n'y a pas de standard. Donc, on n'a pas de contrôle qualité interne et on n'a pas vraiment de seuil au-delà duquel on peut dire que c'est pathogène ou ça ne l'est pas. Globalement, si on reprend toutes les séries, on peut considérer que sur ces deux paramètres, fragmentation et décondensation, quand on a un seuil au-dessus de 25 à 30%, on est dans une zone qui entraîne des échecs de développement embryonnaire. On a également montré dans ce papier qu'il y avait un lien entre les mutations MTHFR et justement la structure de l'ADN spermatique, et notamment au niveau de la important. Cette réflexion, elle doit être menée sur la qualité des milieux de fécondation in vitro. Alors, la mutation MTHFR, elle agit aussi sur d'autres pathologies de la fertilité, comme vous le voyez ici, sur l'insuffisance ovarienne précoce, sur l'endométriose, ou sur d'autres pathologies de la fertilité. Et dans un papier qu'on est en train de publier dans le laboratoire, on a regardé l'impact de MTHFR sur l'endométriose. On a comparé notre population, infertile, pour laquelle on fait beaucoup de tests d'endométriose. C'est une série qui représente plus de 2500 patients. Et de cette série de couples infertiles, on a extrait les patients qui avaient une endométriose. Et vous voyez ici que pour la mutation homozygote 677, il y a une augmentation très significative de l'endométriose chez ces couples. Alors, on n'a pas encore conclu, on est en train de le publier. Très probablement que le MTHFR n'est pas forcément en cause directe dans l'endométriose, mais c'est très probablement un facteur d'aggravation assez significatif de cette pathologie.
Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je suis désolé, j'étais un peu vite, mais tout avait déjà été dit. En tout cas, beaucoup de choses avaient déjà été dites. Donc, je vous remercie pour votre attention et voilà, je repasse la parole à Charles. Patrice, merci beaucoup. Tu as été vite, mais tu as été très clair. Alors, on ne va pas finir ces présentations par une note non plus trop négative ni trop pessimiste. C'est vrai que fausse couche, échec d'implantation, on a encore beaucoup de choses à étudier. Il est clair en tout cas que toutes ces recherches doivent être pluridisciplinaires. On ne peut pas le faire chacun dans son coin. Est-ce qu'on peut conclure à des bilans à faire? Oui, parce qu'il faut faire des examens néanmoins. On n'est pas sûr de leur signification sur le plan statistique, c'est vrai. Il y a des éléments controversés. On ne m'a pas encore posé la question, mais moi, je peux répondre à la question qu'on ne me pose pas. Finalement, qu'est-ce que vous faites comme examen? Quand il le faut et devant quelquefois l'aspect psychologique terrible de ces échecs, je pense qu'il faut prescrire des karyotypes pour les deux membres du couple. Je pense qu'il faut prescrire les recherches de mutations facteur 5, prothrombine et MTHFR, je ne vais pas y revenir, avec l'homocystéine, d'autant qu'il y a un traitement. Il y a un traitement non invasif, des comprimés, 2-3 mois. On rejeuse l'homocystéine quand les patients sont homozygotes ou hétérozygotes composites, et quand même de façon empirique, certes, mais on a des preuves que ça risque de marcher. Il faut faire néanmoins, moi je ne suis pas contre le matrice lab, ça reste controversé, on n'a pas encore d'études randomisées. Le WIN-test sur des cas personnels m'a apporté des succès, mais là aussi c'est empirique, il n'y a pas d'études randomisées. Et bien sûr, bilan thyroïdien, on se pose souvent la question, j'attends l'avis d'Hervé éventuellement, sur l'IRM, même quand tous les examens ont été normaux. Est-ce que la découverte d'une endométriose minime qui serait traitée chirurgicalement aurait un impact? Je ne sais pas, tout a été dit et son contraire, mais en tout cas, il est clair néanmoins que les approches multiples sont intéressantes. Alors, il y a des questions qui arrivent. Il faut donc tester systématiquement le MTHFR ou d'autres choses. Je pense, Patrice, que dans les cas d'échecs répétés, c'est jamais qu'une prise de sang. Ça ne coûte pas très cher, si ça coûte cher. Ça coûte, oui, malheureusement, ce n'est pas pris en charge par la Sécurité sociale. Donc, ça coûte 60 € par mutation. Et on fait 2 mutations qui sont les 2 principales mutations impliquées dans les pathologies, qui est la mutation 677 et la mutation 1298. Alors, Hervé voulait poser une question. Hervé. En fait, j'avais 2 remarques. Attends, on ne t'entend pas. Hervé. Comment ça se fait que vous ne m'entendez pas? Vous m'entendez là ou pas? Non, Hervé, je ne t'entends pas. Ah bon? Si, on vous entend. Pourtant, j'ai mon micro. Hervé, on ne t'entend pas. Moi, je l'entends très bien. Bon, je ne sais pas. J'ai le micro là. Vous ne m'entendez pas? On t'entend très bien. Non. Je sais pas. Donc, en fait, moi, j'avais 2 remarques. Dans l'endométriose. Est-ce que tu as coupé? On entend très bien Hervé. Bon. C'est peut-être Charles, tu as peut-être coupé le son, je ne sais pas. Mes 2 remarques, c'était quand il y a de l'endométriose, la question qui se pose, c'est l'adénomiose associée. Et en fait, dans l'étude que vous êtes en train de faire sur la sous-population d'endométriose avec MTHR, ce qui serait intéressant de savoir, c'est s'il y a des patients qui ont de l'adénomiose ou pas, car je pense beaucoup dans les endométrioses même minimes que lorsqu'il y a une adénomiose associée, il y a peut-être un lien. Et ma deuxième remarque, c'est quand il y a des échecs d'implantation avec des endomètres fins. Ben Khalifa à Amiens, avec des collègues turcs, avait montré l'intérêt, non pas du scratching, puisque la pipette de Corny avait montré que c'était inefficace, mais du scratching chirurgical qui consiste à faire des sillons sur les parois utérines. Et c'est un peu ce que j'ai présenté rapidement tout à l'heure, nous, sur une série de 33 patients, où on a 50% de grossesse après, parce que ce qu'on observe quand on fait un vrai scratching chirurgical que l'on peut complètement moduler avec la taille du couteau d'hystéroscopie, donc on fait sur 2 ou 3 mm de profondeur,
avec un sillon à 3h ou 9h ou de chaque côté 2h, 5h, 7h, 11h, on arrive à gagner 2 ou 3 mm d'endomètre, comme si en fait on donnait une sorte de stimulation de repousse de l'endomètre. Et là, moi, je l'ai fait pour l'instant simplement sur une étude de cohorte, avec des résultats qui sont intéressants. Et en fait, je continue à réfléchir là-dessus pour essayer d'aller au-delà et peut-être de réfléchir avec d'autres équipes pour le faire. Mais en tout cas, quand on n'a rien trouvé d'autre, ça me semble une piste. Oui, c'est un gros problème. Alors moi, je voulais juste revenir sur l'adénomiose, parce que grâce à la qualité de nos échographistes et des échographes, et grâce à l'IRM, on trouve très souvent de l'adénomiose, même chez les dames un peu jeunes. Quelle est Moi, la je suis définition? assez fervent de l'écho et de l'écho 3D pour l'adénomiose. Je trouve qu'on c'est plus D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y la a… définition de ce qui est pathologique, c'est difficile. Oui, c'est ça qui est délicat dans l'adénomiose. Alors, pensez-vous qu'une substance antioxydant peut améliorer la qualité des gamètes de façon un petit peu aveugle? Oui, si on a un stress oxydant augmenté. Alors maintenant, il y a des bilans. Le problème du stress oxydant, c'est que les bilans étaient très, très compliqués parce que le pré-analytique était extrêmement compliqué. Il fallait prélever, il fallait congeler à moins 80 tout de suite, etc. Donc, c'était très, très compliqué. Maintenant, il y a des bilans de stress oxydant qui sont plus simples au niveau pré-analytique. Après, qui ne sont pas faits par énormément de laboratoires, mais qui sont quand même faits par certains. Donc, je pense que dans ce contexte-là, c'est intéressant d'avoir des traitements antioxydants. Le problème des traitements antioxydants, c'est qu'on trouve un peu tout et son contraire. Et c'est extrêmement difficile parce que vous savez que le stress oxydant, c'est une balance entre le stress oxydatif et le non oxydatif. La vitamine C, par exemple, est un antioxydant, mais aussi un fort oxydant. Donc, il faut trouver ces équilibres. Ce n'est pas facile. En tout cas, quand on a des mutations MTHFR, on a probablement un stress oxydant augmenté. Dans ce cas-là, il y a un intérêt à le faire, oui, tout à fait. Il y a une question sur les recommandations, Jonathan, pour les fausses couches. Question du docteur d'Élise Caour. Donc, les recommandations ESHRE proposent un bilan après 2 fausses couches et les recommandations françaises après 3. Quelle est ta position par rapport à ça, Jonathan? C'est pas facile de répondre à cette question. C'est un peu au cas par cas. Donc, je reconnais qu'il faut rester d'abord quand même optimiste avec les patientes qui ont très peu d'antécédents de fausse couche. Il faut absolument les rassurer. Une patiente, on a quand même les chiffres parce que dans les études qui ont été faites contre placebo, on voit les chances de grossesse après 2 ou après 3 fausses couches. Et une patiente qui a fait 2 fausses couches, elle a 8 chances sur 10 d'avoir une grossesse vivante à la grossesse suivante. Une patiente qui a fait 3 fausses couches, elle a 68% de chances d'avoir un bébé à la 4e grossesse. Donc, c'est vrai que moi, je crois qu'on pourrait rester sur 3 fausses couches pour le bilan. Je suis d'accord. Et c'est très important d'avoir ces chiffres en tête parce qu'ils sont extrêmement rassurants pour les patientes. Ce n'est pas du tout pareil une patiente qui a fait 2 fausses couches qu'une patiente qui a fait 8 fausses couches. Donc, il faut vraiment rassurer les patientes, c'est très important. Il ne faut pas les laisser forcément dans la nature. On peut continuer à les suivre. On peut dire qu'on va, par exemple, monitorer l'ovulation, vérifier quand elles vont être enceintes sans forcément donner de traitement. Mais il faut les rassurer, il faut leur dire, voilà, on a les chiffres, on sait que vous avez 8 chances sur 10 à votre prochaine grossesse d'avoir un bébé. Et souvent, elles tombent des nues parce qu'après 2 fausses couches, elles pensent que c'est fichu, qu'elles ne sont pas faites pour être mères, qu'elles n'auront pas de bébé. C'est toujours très, très négatif. Et donc, il faut rassurer avec ces chiffres-là qu'on a des essais aspégiques contre placebo, héparine contre placebo. Et 3 fausses couches, c'est 68% de grossesse vivante à la 4e. Peut-être qu'il faut… Alors là-dedans, il faut tenir compte… Il faut modérer cette réponse parce que ça dépend si c'est des fausses couches sur des grossesses naturelles ou si c'est des fausses couches sur des tentatives d'assistance médicale à la procréation pour une autre raison. Parce que le fait d'avoir que 4 tentatives remboursées, il ne faut peut-être pas attendre 3 fausses couches pour faire un bilan d'implantation. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'il faut tenir compte de… Oui. Vous m'entendez là? Oui, très bien. Oui, il y a l'équipe de Louvain en Belgique qui travaille beaucoup là-dessus. C'est sur cette problématique de fonds arqués. Dans les fonds arqués qui sont fréquents,
Il y a des fonds arqués qui sont purement musculaires. Il y a des fonds arqués où on commence à voir à l'écho maintenant ou à l'IRM qu'il y a une part fibreuse. Et ce que dit l'équipe de Louvain, c'est que lorsque des patients ont sur ces utérus, qu'on n'opère pas d'emblée bien évidemment, mais lorsqu'il y a 2 fausses couches, ils discutent l'intérêt et ils ont des résultats qui montrent que c'est peut-être positif en fait d'aller raboter, si j'ose dire, ce fond arqué. Donc c'est un élément dans l'exploration des patients à fausse couche à répétition. Bien sûr, on a éliminé les cloisons, ça va de soi, mais quand il y a des fonds arqués, après 2 fausses couches, il faut se poser la question si ça ne vaut pas le coup de le couper. C'est ce que disent l'équipe de Louvain. Je vais ajouter quelque chose, si c'est possible. Je crois qu'il est, c'est dans aucune recommandation, c'est pas officiel, mais moi je trouve que c'est très intéressant d'étudier le karyotype du produit de fausse couche. C'est tout à fait possible de le faire en France. Il suffit de s'arranger avec certains laboratoires pour envoyer par coursier le karyotype. C'est intéressant d'envoyer aussi un tube de sang de la mère pour que les généticiens puissent vérifier qu'ils ne sont pas en train d'analyser les cellules de la mère, afin d'avoir un karyotype du produit de fausse couche. Et dans plus de 6 fois sur 10, on a un résultat. Et c'est quand même très intéressant, surtout après une fécondation in vitro. On a transféré un beau blasto. Tout le monde est sûr, même si on sait que le blasto il va avoir entre 30 et 40% de chances de donner une grossesse. Dès qu'il y a une fausse couche, on est sûr que la patiente, elle va toujours se culpabiliser. Elle est sûre qu'elle a fait quelque chose de mal. Et le gynéco pense toujours qu'il a mal fait son traitement de soutien de la phase lutéale. Et quand on tombe sur une anomalie chromosomique après avoir transféré un beau blasto, c'est quand même moi je trouve très rassurant pour la patiente. Ça fait diminuer énormément, ça permet de faire plus facilement le deuil de la fausse couche et de passer à autre chose en se disant bon, c'est pas la peine de tirer dans tous les coins. L'embryon était anormal, allez hop, on y va, on recommence. Et moi je trouve que l'analyse, je ne sais pas si vous êtes pour ou contre, mais en tout cas, moi je conseille vraiment, puisque il faut juste s'organiser et c'est possible à faire, l'analyse génétique du produit de fausse couche avec un tube de sang maternel. Je trouve que c'est très, très intéressant. Pour reprendre ce que tu viens de dire, j'avais fait, mais il y a très longtemps, c'était à l'époque où j'étais jeune et dynamique, une étude sur les produits de fausse couche après fécondation in vitro. C'était de mémoire une trentaine de cas et il y avait 90% d'aneuploïdie. C'est un laboratoire spécialisé qui l'avait fait, donc c'est quand même un élément important comme réponse au couple. Je vais répondre également sur le WIN test. Je vous demande je ne crois pas qu'il m'a posé la question, mais ce n'est pas grave. Le WIN test, c'est un travail en fait de recherche des ARN messagers au niveau de l'endomètre qui sont susceptibles de modifier les réponses et la réceptivité de l'endomètre. Ça demande 2 biopsies. Alors, c'est un peu compliqué, je crois, parce qu'il faut envoyer les biopsies par tissu congelé à Montpellier, mais vous pouvez vous adresser à Montpellier chez le professeur Samir Amama. Le coût est de l'ordre de 700 ou 800 euros. Ce n'est pas non plus anodin. Et j'avoue que c'est vrai que dans les recherches de chaînes d'implantation, quand il y a eu quand même chez des patientes, a priori sans cause évidente, avec des blastocystes, qu'on qualifie entre guillemets de beaux, parce que bien sûr les biologistes et les techniciennes disent oui, il est beau, il est bien, il est top, mais il n'y a pas de définition du top, c'est-à-dire ça n'existe pas. Ils voient la division, ils voient l'aspect morphologique, mais ils en restent là. Et c'est très difficile de dire au couple, oui, certes, vous aviez entre guillemets un top embryon, mais ça n'a pas marché. Mais en tout cas, le WIN test ou les RATES pour les Espagnols, qui font le même type d'études avec des génomes différents, je crois que ça peut être utile, toujours de façon tout à fait empirique, parce que je ne dis pas avoir une cohorte suffisante pour le dire, mais c'est vrai, dans pas mal de cas, ça m'a apporté, ça a apporté au couple une réponse positive. Alors, au bout de combien d'échecs, moi, je considère qu'après 2 échecs qui ont quand même coûté beaucoup au couple sur le plan physique, personnel, médical, j'avoue, je commence à entreprendre des recherches, peut-être pas matrice tapé WIN test tout de suite, mais en tout cas des recherches immunohématologiques de base non invasives. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'on a répondu à tout. En tout cas, merci Hervé, merci Jonathan, merci Patrice. J'étais très heureux de pouvoir organiser avec le laboratoire Merck et Renault, que je remercie encore pour leur soutien. Et je pense que ça vaut la peine de recommencer. Peut-être qu'une prochaine visioconférence, on parlera également de chirurgie. On évoquera peut-être l'endométriose et tous ces problèmes, puisque
Je ne dis pas que c'est à la mode parce que c'est très présent depuis de nombreuses années, mais l'État semble s'impliquer dans l'organisation de la prise en charge de l'endométriose. On en discutera. En tout cas, je vous remercie. Cette visioconférence ou webinaire sera ensuite diffusée à votre disposition sur la revue Gynéco Online et sur le site YouTube de Gynéco Online. Donc, je vous invite à vous y précipiter si cela vous a intéressé. Merci beaucoup à tous mes amis orateurs et à tous ceux qui ont été présents ce soir. Et merci à tous. Merci. Merci Bonne beaucoup. soirée. Bonne soirée. Merci. Merci.